Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Christophe Oberlin. Bonjour Christophe. Bonjour Raphaël. Alors tu es venu à notre rencontre aujourd'hui pour parler de la procédure en cours qui a été initiée par le Conseil de l'Ordre des médecins donc à ton encontre. Donc pour ce qui est stipulé, des propos antisémites que tu aurais tenus. Donc nous allons revenir en détail sur cette histoire. Mais pour te présenter, donc tu es médecin, chirurgien. Tu as également fait de la médecine humanitaire, un peu partout dans le monde. Et voilà, donc il y a une double plainte, puisqu'en fait c'est pour des propos antisémites que tu aurais tenus dans une vidéo de soutien à Dieudonné suite à la condamnation par le Conseil d'État qui a annulé la décision du tribunal administratif de Nantes. Et donc tu as le lendemain fait une vidéo de soutien par rapport à ce fait juridique. Par ailleurs, la procédure concerne également une question d'examen que tu as posée à tes élèves à l'université Paris Diderot. Bon là encore tu pourras y revenir, mais c'est vrai que nous on avait déjà travaillé avec toi sur cette question. On t'avait interviewé en 2012 avec Jonathan Moadab pour expliquer, puisque le CRIF s'était saisi de cette affaire, et donc il y avait eu tout un foin médiatique, donc le lobby sioniste s'était emparé de cette affaire, et donc cette question concernait, donc tu pourras y revenir en détail, mais ça concernait le conflit israélo-palestinien, et donc c'est une question comme ça se fait souvent en droit ou en médecine, où tu prenais un cas pratique, un cas réel, que tu demandais aux étudiants d'analyser. Voilà, donc ma première question, c'est qui est à l'origine de cette plainte au niveau de l'ordre du Conseil de l'Ordre des médecins, puisque si j'ai bien compris, il y a un organisme derrière qui a fait une lettre de doléance, qui a initié cette plainte. Alors effectivement, c'est important. Cette question d'examen posée il y a maintenant 3 ans continue à faire couler de l'encre. Et à l'époque, c'est le professeur Hayat, qui est le président de l'Association des médecins israélites de France, qui a envoyé une lettre de plainte au Conseil de l'Ordre, à la chambre disciplinaire. Et cette lettre est restée sans effet pendant 2 ans. Et c'est seulement au début de la guerre de Gaza, à l'été 2014, il y a 1 an, que cette lettre de plainte a été utilisée conjointement à une lettre anonyme à propos de la vidéo de soutien à Dieudonné. Donc c'est cet ensemble. Et donc la lettre envoyée par le professeur Hayat, là il y a une subtilité. Il se plaint, mais la règle du Conseil de l'Ordre, quand il y a une lettre de plainte, c'est premièrement d'organiser une conciliation. Et donc, normalement, en droit ordinal, ils auraient dû convoquer le professeur Hayat avec moi, ce qu'ils n'ont pas fait, parce que sans doute, ils ne voulaient pas. Alors donc, ce n'est pas le professeur Hayat qui porte plainte officiellement, c'est beaucoup plus grave, c'est le Conseil de l'Ordre des médecins, et en particulier la présidente de la chambre disciplinaire, Madame Irène Khan Ben Saoud, qui porte plainte contre moi au début de l'été 2014 pour cette fameuse question d'examen qui était un cas réel de droit qui avait été traité en cours d'ailleurs plusieurs mois avant sans soulever la moindre critique. Et à la suite de la question d'examen, eh bien c'est le président, le vice-président étudiant, c'est le délégué des étudiants au conseil de l'université, monsieur Michael Benzaki, qui était allé se plaindre au président de l'université, Vincent Berger. Et Vincent Berger, immédiatement, a fait un communiqué de presse disant qu'il y avait une atteinte à la laïcité, enfin des choses absolument énormes. Donc tout a débuté comme ça. D'accord. Donc parallèlement à cette plainte initiée quand même, au départ par une lettre de doléance de M. Hayat, le président de l'Association des médecins israélites de France. Bon, c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que je répète. Et parallèlement à cela, il y a également une procédure administrative au niveau de l'université qui a été initiée, ce dont tu viens de parler, mais qui, jusqu'à présent, si j'ai bien compris, est restée lettre morte. Cette enquête administrative, il n'y a pas eu de suite, en fait. Alors, cette enquête administrative, ça a été assez rigolo et on a eu plusieurs moments de jubilation avec mes amis avocates et avocats. L'enquête administrative a été lancée.
j'ai été convoqué avec les avocats, mais il n'y avait pas d'objet. Donc il y a eu une longue discussion pour savoir, écoutez, vous lancez une enquête, mais en général, il faut la motiver. Donc il n'y a pas de motivation. Et je dois dire qu'il y a eu une discussion extrêmement drôle. Ils étaient extrêmement embêtés de ne pas pouvoir rien motiver. Ils disaient, mais l'objet, on va le savoir après qu'on ait fait l'enquête. Mais je dis, attendez, vous plaisantez. C'était complètement courtelinesque. Alors cette enquête administrative, ça a été assez bizarre parce que un an après, toujours rien. Et au jury de l'année d'après, j'ai posé la question au doyen, alors l'enquête, elle en est où? Il a dit, je ne sais pas. Il s'est tourné vers l'administration qui était présente au moment de l'audition, pendant l'enquête, qui a dit, je ne sais pas non plus. Autrement dit, plus personne ne savait où en était cette enquête. Donc je suis allé au siège de l'université, puisque une enquête administrative, ça doit figurer dans un dossier administratif, et donc j'ai ouvert mon dossier administratif, il n'y a pas la moindre ligne sur cette question, et donc ça a été complètement enterré, mais personne n'a osé l'avouer. Donc ça, c'est l'enquête administrative, donc effectivement, donc, pour l'instant, donc pas de suite. En même temps, tant mieux, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait de publicité autour de ce non-lieu, en tout cas. Alors, de la même manière, pour les propos soi-disant antisémites que tu aurais tenus dans une vidéo de soutien à Dieudonné, là encore, les propos antisémites ne sont pas cités, ce qui est quand même assez hallucinant. Alors, ça c'est vrai et c'est tout à fait ahurissant. La plainte est venue devant le Conseil de l'ordre, il y a eu une audience et avec mes avocats on a dit on ne va pas les attaquer d'emblée, on leur donne une chance de s'en sortir en disant écoutez il n'y a pas lieu. Et d'ailleurs avant de saisir la chambre du Conseil de l'ordre, la présidente Khan Ben Saoud, Irène, avait envoyé une lettre au défenseur des droits. Et le défenseur des droits a répondu qu'il n'y avait strictement aucun élément discriminant dans les documents qui avaient été adressés, concernant aussi bien la vidéo de soutien à Dieudonné que la question d'examen. Et donc les propos cités n'incitent pas de manifestation directe à commettre un comportement discriminatoire prohibé par la loi. Et la procédure est donc désormais achevée. Autrement dit, ils se sont fait retoquer auprès du défenseur des droits, de la signature de Madame Marivonne Liazid. Et c'est malgré ce retocage que le Conseil de l'ordre me convoque devant sa chambre disciplinaire. Alors, ce qu'il faut, c'est savoir aussi qui me convoque. C'est le Conseil de l'ordre des médecins, c'est-à-dire les 200 000 médecins français qui finalement sont derrière. Et il faut savoir qui est Madame Irène Khan Ben Saoud. Alors, Madame Irène Khan Ben Saoud, je vous engage vivement à lire un livre superbe qui est de René Chiche et qui s'appelle Enquête sur les mandarins de la médecine. Et vous verrez que Madame Khan Ben Saoud, elle a un sacré culot. L'histoire remonte à des années et des années. Un médecin indélicat, le docteur André Azout, viole des femmes en consultation. Et les femmes se plaignent et elles envoient des lettres de plainte au Conseil de l'ordre. Madame Irène Khan Ben Saoud est à ce moment-là vice-présidente de la chambre disciplinaire, donc elle est au courant de toutes ces plaintes. Et curieusement, elle met les plaintes sous le coude. Un jour, c'est la femme d'un médecin qui est agressée sexuellement par le docteur André Azout. Et à ce moment-là, Madame Khan Ben Saoud, au nom du Conseil de l'ordre des médecins, c'est-à-dire au nom des 200 000 médecins français, porte plainte contre le plaignant pour diffamation. Et au nom du Conseil de l'ordre, le condamne à 400 € d'amende et un blâme. Donc ça, c'est écrit dans le livre de René Chiche et il y a beaucoup de documents qui existent car cette histoire est connue. La fin de l'histoire, la fin, c'est que M. Azout a été convoqué dans cour d'assises puisque c'est un crime. Il a été condamné, il est actuellement en prison pour 8 ans. Et c'est Madame Irène Khan Ben Saoud qui est toujours là et qui a le culot de porter plainte contre moi pour mes propos soi-disant antisémites en les truquant, c'est-à-dire en les modifiant, en les changeant. Et j'ai été frappé, ainsi que mon avocate, au cours de la plaidoirie de l'avocate du Conseil de l'ordre. Ces propos ont été déformés délibérément et ils sont même déformés dans ma condamnation sans que les propos antisémites soient cités, d'ailleurs, puisque d'ailleurs il n'y en a pas, évidemment. Donc c'est la raison pour laquelle on est sorti un petit peu de l'anonymat et que je remercie le Cercle des volontaires d'écouter la suite du feuilleton qui comporte des épisodes assez croquignolesques. Alors justement, sur ces épisodes croquignolesques dont on parlait juste avant en préparant cet entretien, il
il y a eu, donc, pendant la plaidoirie, des choses assez hallucinantes qui ont été dites, puisqu'ils ont parlé de politique. Hein. C'est une association, enfin, c'est un conseil de l'ordre des médecins, mais ils ont parlé de politique. Si j'ai bien compris, ils ont prétendu que vous remettiez en cause la majorité juive d'Israël et qu'il fallait pas le faire, en fait. Absolument, ils ont saisi comme un argument antisémite que je discute la majorité juive en Israël. D'abord, je leur ai expliqué, ainsi que mon avocate, que ce n'était pas le lieu d'en parler. Le Conseil de l'Ordre représente les 200 000 médecins français. Il n'a pas à prendre position sur cette question. Ou si des individus comme Madame Kanbeh Saoud ou d'autres dans le jury veulent en discuter, je les ai invités à en discuter ailleurs que hors de la chambre disciplinaire. Donc c'était une discussion complètement ahurissante où nous étions en permanence obligés de leur rappeler les objectifs du Conseil de l'Ordre et les objectifs du Code de déontologie. Alors tout ce que j'ai dit en dehors de mes activités professionnelles, car il y a aussi un très beau témoignage d'une étudiante, jamais y compris dans mes enseignements, y compris dans le cours de droit humanitaire, je n'ai pris la moindre position sur le conflit israélo-palestinien. Bien entendu, tout le monde les connaît, il suffit de lire mes livres ou d'aller sur Internet. Ça fait presque 15 ans que je fais des conférences ou que j'écris des articles sur la question, et jamais le CRIF, qui me suit pourtant à la trace, n'a trouvé la moindre substance pour pouvoir me traîner devant les tribunaux. Donc c'est assez curieux que ce soit le Conseil de l'Ordre qui le fasse à sa place, et surtout avec une motivation qui ne tient pas la route. Oui, c'est vraiment 1984, c'est-à-dire bientôt, je sais pas moi, dans l'association des bouchers de France ou n'importe quel métier, on va demander aux gens quelle est leur position sur le conflit israélo-palestinien et on va éventuellement les radier pour cela. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça hallucinant. On pourrait parler également peut-être de la composition du jury. Puisque bon, il y avait certaines personnes relativement connues comme Ariel Toledano, pardon. Alors, il n'est pas notoirement connu. Ariel Toledano n'est pas notoirement connu, mais dans ces réunions, j'en ai eu plusieurs successives, que ce soit à l'université ou devant le Conseil de l'Ordre, c'est assez amusant quand vous avez une douzaine de personnes, une vingtaine parfois, vous voyez tout de suite quelqu'un qui a l'air très méchant, qui n'est pas content et qui s'agite dans son coin. C'est assez caractéristique, vous dites, tiens, le sioniste de service est là. Et donc le sioniste de service, au moment de l'audience de la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre, c'est un monsieur qui est le docteur Toledano. Alors j'ai eu la curiosité d'aller sur Internet et de voir qui était ce monsieur, et je dois dire que là encore je suis mort de rire. C'est un monsieur qui prétend donc donner des leçons d'éthique médicale, puisqu'il est juge, et en fait il fait de la phlébologie esthétique. Il est installé avenue des Champs-Élysées, il incite, on le voit avec une apparence très déguisée un peu en chirurgien, vous savez, il est très très beau, hein, il a des yeux bleus qui le transpercent. Alors, phlébologie esthétique, c'est pour s'occuper des petites traînées rouges que vous avez parfois sur la peau à partir d'un certain âge. Donc, vous comprenez que c'est un problème de santé publique majeur et que donc, c'est une action quasiment humanitaire que de faire de la phlébologie esthétique avenue des Champs-Élysées. Et donc, il est très présent sur le net, ce monsieur. Et ce monsieur, pour quelqu'un qui prétend eh bien, faire respecter la déontologie, eh bien, vous avez des tas d'émissions. Il va à peu près tous les 3 mois sur une émission qui s'appelle Allô Docteur ou un truc comme ça. Et il donne des conseils aux femmes, notamment sur les jambes lourdes. Vous voyez, des cuisses fuselées, fermées fines, on en rêve toutes. Découvrez les astuces pour y arriver avec le docteur Ariel Toledano, etc. Je vous passe la liste de ses titres et travaux. Pour insister simplement quand même que sur son site, eh bien, il a le culot d'avoir une rubrique titre universitaire. Titre universitaire, alors on ouvre, on se dit, est-ce qu'il est professeur, maître de conférence? Non, pas du tout, il met la liste des diplômes qu'il a passés donc, comme étudiant. Vous voyez, donc pour quelqu'un qui est à la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre, qui est chargé de faire respecter l'éthique, confondre les titres et les diplômes, c'est pas terrible. On voit aussi la liste de ses ouvrages scientifiques, et les ouvrages scientifiques, je vous en cite un, mais je pourrais vous en citer une demi-douzaine. 30 jours pour avoir de belles jambes. Vous voyez, 30 jours pour avoir de belles jambes, c'est quasiment de la publicité mensongère. Donc tout ça fait quand même beaucoup rire. Il y a aussi une publicité sur les boues de la mer morte, vous voyez. Le docteur Ariel Toledano vous dit, je cite, « La boue de la mer morte peut être efficace en cas de jambes lourdes, mais il faut qu'elle soit froide, pas d'application chaude. » Alors, surtout internautes,
pas de boue de la mer Morte chaude. Hein, c'est un conseil du docteur Ariel Toledano. Donc il y a eu beaucoup d'occasions de rire. Il y en a d'autres encore. Il y en aura d'autres dans le futur. Très bien. Donc, alors, malgré donc toute votre plaidoirie, vous avez quand même été condamné. Tu as été condamné à un blâme en mai 2015. Et on peut le dire, hein, vous avez fait appel. Donc on va suivre évidemment la suite des aventures, comme tu dis, sachant que vous avez quand même bon espoir, in fine, d'obtenir gain de cause, parce que c'est vrai que dans le dossier, il n'y a rien de concret, rien de consistant. Encore une fois, j'insiste, c'est vraiment 1984, c'est-à-dire qu'il y a une plainte initiée par des personnes qui manifestement confondent leur idéologie politique avec l'intérêt général. Et est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça? Parce que c'est vrai que c'est très surprenant quand même. Oui, je voudrais revenir sur l'association AMIF, parce que là aussi, tous les internautes peuvent contrôler sur le site de l'association. Il est écrit noir sur blanc que cette association est apolitique. Et dans la même page, ils nous expliquent qu'ils invitent très régulièrement les plus hauts responsables de la politique française et internationale. Donc c'est un petit peu curieux. Et surtout, dans les objectifs de l'association, il y a écrit « Défense d'Israël sur tous les fronts ». Donc on peut vraiment se demander, de même poser la question au Conseil de l'Ordre, est-il légitime qu'une association de médecins ait dans les objectifs de l'association la défense d'un État étranger, surtout un État étranger qui commet des crimes de guerre pratiquement quotidiennement, qui aujourd'hui est l'objet de 2 procédures au niveau de la Cour pénale internationale. Est-ce que véritablement, imaginez l'association des médecins coréens de France qui mettrait soutien du dictateur coréen sur tous les fronts. J'imagine que le Conseil de l'Ordre aurait à y redire. Donc c'est quand même parti de là, tout ça. Donc l'AMIF, hein, qui est donc l'association des médecins israélites de France, hein, je le rappelle. Ils ont 3 postes au niveau du CRIF, qui est donc le lobby pro-israélien en France, hein, le lobby sioniste en France, pardon. Très bien. Eh bien, Christophe Oberlin, merci beaucoup pour ton témoignage. Je voudrais juste ajouter qu'en droit, l'appel que nous avons fait est suspensif, donc personne aujourd'hui n'a le droit de dire ou d'écrire, comme ça a été fait sur certains sites communautaires ou radios communautaires que j'ai été condamné. Je n'ai pas été condamné puisqu'il y a un appel, l'appel est suspensif. Il y a ensuite l'appel. Si les médecins de la Cour d'appel continuent à se fourvoyer, bien entendu, on continuera, il y a d'autres procédures, et de toute façon, c'est une affaire qui n'est pas terminée, et Raphaël, nous te tiendrons au courant des développements de l'actualité. Oui, alors tu voulais également parler de l'université de Freiburg, à laquelle tu as été invité pour une conférence, invitation qui a d'abord été annulée. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est un bon exemple. Il n'y a pas qu'en France que le lobby sioniste est efficace. Et autre histoire personnelle, j'ai été invité entre autres à l'université de Freiburg en Allemagne pour donner une conférence sur la Palestine. Et 48 heures avant la conférence, le recteur de l'université de Freiburg interdit et bloque la salle. Le médecin qui m'a invité, qui a une certaine audace, et vraiment je crois qu'il faut la féliciter, eh bien, a attaqué l'université de Freiburg. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas d'avocat, et elle a attaqué personnellement. Et un procès a eu lieu. Et le jour du procès, l'université de Freiburg a fait venir, je ne sais pas pourquoi, 2 vieux enseignants juifs de l'université qui sont venus et qui ont parlé du génocide de la Deuxième Guerre mondiale. Bien, figurez-vous que ce témoignage a fait extrêmement mauvais effet sur le jury et l'université de Freiburg a été condamnée par le tribunal. L'université de Freiburg a été condamnée. Et donc, il y a eu des dédommagements et j'ai été invité à faire cette conférence 1 an après dans l'université. Autrement dit, cette instrumentalisation qui est faite dans certains cas par le lobby pro-israélien, il ne faut pas se laisser faire. Il faut réagir. On en a eu un exemple cet été, par exemple, avec Tel Aviv plage, à la place de Paris plage, au plein cœur de l'été, 1 an après les massacres des enfants sur les plages de Gaza. C'était une véritable provocation, c'était le lobby qui avait poussé Anne Hidalgo. Eh bien, on a vu à cette occasion qu'il était possible de se plaindre, d'aller à la préfecture, et un Gaza plage a été organisé
conjointement. Et donc, on a introduit un coin entre la préfecture de police et Anne Hidalgo. Autrement dit, la raison pour laquelle moi je réagis aujourd'hui, c'est pas du tout pour défendre mon honneur. Mon honneur n'a pas été... je ne suis pas tombé dans la boue et je ne me sens absolument pas atteint. J'ai reçu énormément de témoignages de sympathie. Au contraire, on me dit vous êtes l'honneur. D'ailleurs, mon avocate Nariman Katine a cité mon équivalent en Norvège, qui est le professeur Mats Gilbert, qui a un rôle national, paraît-il, en Norvège. Et lorsqu'il a été attaqué par le lobby sioniste norvégien, eh bien, le Conseil de l'ordre norvégien a pris sa défense. Vous voyez à quel point les choses parfois sont différentes. Voilà, donc c'est évidemment pas moi que je défends, c'est l'instrumentalisation que je dénonce. J'en profite pour signaler une petite information. C'est un institut américain dont le nom m'échappe qui a remis un rapport au CRIF, on en parlait avant cette émission, pour lui signaler en fait que sioniste, c'était un mot qui était le sionisme, c'est un mot qui est mal vu en France. Ils ont fait une enquête, un sondage auprès d'un certain nombre de Français. Et ils ont déterminé que, donc, notamment dans les milieux d'extrême gauche, d'extrême droite, mais également les milieux musulmans et les milieux favorisés, très éduqués, donc le sionisme est mal vu, ce qui est une information intéressante et importante. Donc il déconseille au CRIF d'utiliser le mot sioniste et de ne plus faire la défense des juifs et des sionistes, mais de faire la défense des Français en général. Oui, le racisme, la définition du racisme, c'est discriminer quelqu'un, non pas en fonction de ce qu'il a fait, mais en fonction de ce qu'il est. Donc l'antisémitisme est une forme de racisme, et le sionisme qui consiste à discriminer les Palestiniens, non pas en fonction de ce qu'ils ont fait, mais en fonction de ce qu'ils sont et de l'endroit où ils habitent depuis l'aube des temps, est évidemment une autre forme de racisme. Et ça, on commence effectivement à en prendre conscience dans tous les milieux. Ça, je l'insérerai donc juste avant. Voilà, oui. Okay. Bon, écoute, c'est super. Ça te fait du boulot de montage. Cette fois-ci, c'est pas du one shot, mais c'est pas très grave. J'ai l'habitude.
C'est sûr que s'il y a des images pour soutenir, là ça fait combien de temps si tu supprimes les...